Bonjour, j'invite Madame Amel Yassine de l'ANAM à nous rejoindre donc sur le podium. Madame Amel Yassine est-elle dans la salle? Non. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette 11e édition d'Officine Expo. Cette 11e édition, nous l'avons placée sous la couleur verte. C'est pas sans vous rappeler que c'est la couleur du club du Raja, qui est arrivé en finale avec les clubs, parmi la Coupe du Monde des clubs champions. Donc nous suivons donc le même chemin. Alors, cette couleur, c'est aussi la couleur de l'espoir, c'est la couleur sur laquelle nous voulons nous projeter, à savoir l'avenir. Nous vous avons habitués à Officine Expo à tenir toujours des tables rondes qui associent plusieurs intervenants venant de tous horizons avec des expériences particulières touchant à notre profession, ces expériences qui ont montré l'évolution de la profession au cours de l'histoire et comment il y a des réflexions sur l'avenir de l'exercice du métier d'officinal. Donc cette année, nous n'avons pas dérogé et nous avons placé ce thème sur le dépistage, la prévention, le suivi des maladies chroniques à l'officine, comment les mettre en œuvre dans le cadre des missions pour le pharmacien. Pour ce faire, nous avons invité un certain nombre de pays. Le pays à l'honneur, donc depuis quelques années, nous avons instauré cette notion de pays à l'honneur qui va nous rapporter une expérience particulière dans les avancées au niveau professionnel. Nous avons reçu la France, nous avons reçu le Canada, nous avons reçu la Suisse l'an passé, et cette année, nous recevons la Belgique, représentée par Madame Janine Fontaine, à qui je souhaite la bienvenue. Alors, Madame Janine Fontaine est pharmacien. Bonjour Madame Yassine. Alors, nous avons retrouvé notre... Madame Janine Fontaine est pharmacien diplômée de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Elle a un parcours très particulier, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche. La recherche au niveau de tout ce qui est sphère digestive, puisque sa thèse d'agrégation a porté donc sur la motricité gastro-intestinale. Sa carrière académique est très riche, comme je vous l'ai dit, dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, dans la sphère digestive et également dans la sphère cardiovasculaire. Elle a enseigné la pharmacologie générale et la physiologie à l'Université libre de Bruxelles. Madame Janine Fontaine a occupé de multiples fonctions au niveau académique, au niveau formation continue, par l'organisation de conférences multiples. Elle a assuré également le poste de décanat de doyen de cette même université. Madame Janine Fontaine a présidé donc aussi de nombreux jurys de thèse. Elle a aussi contribué aux échanges entre les pays d'Europe dans le système de Erasmus. Et enfin, actuellement, elle est membre de la commission d'enregistrement des médicaments à usage humain. Plus que ça, aujourd'hui, Madame Janine Fontaine, avec tout ce parcours, va nous parler en son nom et à son titre de présidente du Conseil national des pharmaciens de Belgique. Et elle est également à la fois aussi vice-présidente de l'interordre des pays francophones. Alors, nous avons interpellé Madame Janine Fontaine sur l'évolution du métier de pharmacien au niveau de la Belgique. La Belgique a évolué de plus en plus vers un système impliquant le pharmacien en termes de santé. Elle va nous expliquer tout ça. Ça nous semble extrêmement important pour ces pathologies chroniques qui sont des pathologies souvent silencieuses, sournoises, pour lesquelles le patient ne va pas forcément consulter et qui sont très souvent dépistées à un stade tardif et compliqué.
Pourquoi donc nous voulons que le pharmacien soit interpellé, puisse contribuer? C'est dans le cadre de dépistage précoce, d'orientation, afin de déterminer qui sont les personnes à risque, afin de les référer vers les médecins et afin que leur prise en charge nous permette des économies tant en termes de santé pour le patient lui-même qu'en termes d'économie de coûts de santé, car plus vous prenez une pathologie tardivement, plus les coûts sont lourds. Madame Janine Fontaine, je vous invite à prendre la parole. Merci Madame pour cette présentation. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Voilà, voici le plan de mon petit exposé. Donc je vais vous exposer ce qu'est la pharmacie en Belgique, comment on devient pharmacien, quel est notre cadre de législation. C'est mieux ceci. Quel est notre cadre législatif et enfin, donc, comment nous gérons ce problème de prévention et du suivi des soins pharmaceutiques à l'officine, avec deux exemples récents ou d'actualité, qui est ce que nous appelons l'entretien de nouvelles médications, ainsi qu'un tout nouveau projet pilote dont je voudrais vous dire quelques mots. Voilà, donc la pharmacie en Belgique, vous connaissez bien la Belgique, c'est un pays d'environ 11 millions d'habitants et donc dans lequel sont installées environ 5000 pharmacies dans lesquelles travaillent 11 305 pharmaciens, chiffre de fin 2013. Parmi ces 11 000 pharmaciens, il y a 56% de néerlandophones et 44% de francophones, ce qui correspond approximativement à la répartition de la population belge, donc en termes linguistiques. Et une précision aussi, c'est que parmi ces pharmaciens, il y a d'une part des salariés, d'autre part des indépendants, avec, vous voyez, finalement une petite majorité de salariés. Donc, pour reprendre un peu ce paysage officinal en Belgique, avec donc ces 4985 pharmacies fin 2013, ce que je voulais préciser, c'est que si toute grande majorité de ces pharmacies, donc vous voyez 77%, 77% sont des pharmacies qui appartiennent à un seul propriétaires. Il y a aussi des pharmacies qui sont regroupées en petites sociétés, en sociétés plus ou moins grandes, donc petites de 2 à 6, un peu plus grandes 7 à 28, ou qui appartiennent alors à de grosses sociétés internationales, comme la société Lloyds Pharma, c'est un petit pourcentage, 2%, ou alors un peu plus nombreuses, il y a des pharmacies, 12%, qui sont regroupées au sein de sociétés coopératives que nous appelons l'OFACO. Et donc, vous voyez, j'ai repris ici les chiffres d'évolution sur 4 années. Vous voyez que ce chiffre est relativement stable, quoique en légère diminution. Parce que, en effet, donc, toute ouverture d'une pharmacie est soumise à une autorisation préalable d'ouverture auprès du ministère. Et actuellement, ce nombre de pharmacies est figé en Belgique. Donc, la répartition, depuis 1999, se fait dans le cadre d'un moratoire qui va prendre fin, donc, fin de cette année-ci, fin décembre 2014. Cela veut dire que l'on ne peut pas ouvrir une officine en Belgique. Le nombre est fixe, selon des critères géographiques et démographiques. Et donc, vous avez vu, d'après le tableau précédent, il y a à peu près une pharmacie pour un peu plus de 2000 habitants. Ce que je voulais aussi préciser,
c'est que toute personne physique ou morale peut être propriétaire d'une officine ouverte au public. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le propriétaire d'une officine n'est pas nécessairement un pharmacien en Belgique. Par ailleurs, les médicaments sont réservés à la pharmacie. Donc, il n'y a pas de vente de médicaments hors circuit pharmacie. Alors, comment devient-on pharmacien en Belgique? Eh bien, il y a 9 universités diplômantes, dont 3 en communauté française, donc l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, l'UCL, l'Université catholique de Louvain, et l'ULG, qui est l'Université de Liège. Il y a environ 650 diplômés pharmaciens par an, dont 270 en communauté française, et c'est l'UCL qui diplôme le plus de pharmaciens francophones. Alors, on devient pharmacien après 5 années d'études qui sont actuellement adaptées à ce qu'on appelle le système européen de Bologne, c'est-à-dire que l'on fait d'abord 3 années de bachelier, donc on obtient un premier diplôme de bachelier en sciences pharmaceutiques, et ensuite, après 2 années, on obtient un diplôme de master en sciences pharmaceutiques qui permet donc d'accéder à la profession de pharmacien. Et ce diplôme est unique, donc il y a un seul diplôme de pharmacien, bien que pendant la dernière année, à l'heure actuelle, il y ait des cours à option qui permettent donc aux étudiants de s'orienter plutôt vers la pharmacie d'officine ou plutôt vers une carrière d'industrie ou de recherche. Mais pour accéder à une spécialisation, il faut alors faire des études complémentaires qu'on appelle des masters complémentaires en industrie, en hôpital ou en biologie clinique. Voilà, donc nous voilà pharmaciens d'officine. Et y a-t-il une formation continuée qui permet donc d'adapter ces connaissances en fonction de l'évolution de la société, de l'évolution de la pharmacologie, de la pharmacothérapie? En fait, cette formation continuée est depuis longtemps prévue dans notre code de déontologie. Elle est aussi prévue dans la législation de 2009, mais il n'y a pas encore eu d'application, d'arrêté royal d'application de cette formation continuée. Ce projet d'arrêté royal est en cours de publication de manière imminente et probablement que donc l'obligation sera réellement mise en place début 2015. Alors comment ça va se passer? Eh bien, le pharmacien d'officine devra obtenir des crédits de manière annuelle, 20 crédits qui seront octroyés, attribués par ce qu'on appelle un comité d'agrément. Et le contenu des formations qui sont proposées à la formation continuée et qui seront agréées seront contrôlés par une commission scientifique. Le pharmacien devra obtenir 16 crédits obligatoires dans 2 domaines spécifiques qui sont celui du médicament et des soins pharmaceutiques, dont 12 par le biais de formations présentielles, c'est-à-dire qu'il devra assister ou participer à des conférences ou à des entretiens. À côté de cela, il y aura possibilité d'apprentissage par Internet, ce qu'on appelle l'e-learning, possibilité de participer à des vidéoconférences, bon, mais de manière plus limitée. Alors, qui va contrôler que le pharmacien suit bien cette formation continuée et est bien en règle? Bien sûr, il y aura toute une série de formalités administratives qui vont être mises en place, mais ce sera essentiellement l'inspection de la pharmacie, donc attachée au ministère qui va s'occuper de ce contrôle. L'ordre ne sera impliqué que par le biais de son code de déontologie.
Donc cela nous différencie assez bien de la France, je pense. Alors, l'ordre des pharmaciens, justement, je voulais vous en dire un petit mot. Donc, tout pharmacien pratiquant l'art pharmaceutique doit être inscrit au tableau de l'ordre. C'est une structure qui a été créée par une législation qui date de 1949 et qui est actuellement régie par des dispositions qui se trouvent dans un arrêté royal. Notre ordre comprend 3 organes, un conseil national avec 2 sections. Et quand je parle de 2 sections, c'est une section francophone et une section néerlandophone. Il y a 10 conseils provinciaux, 5 francophones, 5 néerlandophones, et 2 conseils d'appel, un francophone et un néerlandophone. Et je suis donc présidente du Conseil national, section francophone. La législation prévoit en effet que ce soit un académique qui soit président du Conseil national. Alors, notre code qui est actuellement d'application et dont le but, vous le savez, est évidemment de garantir le bon exercice de la profession à la fois dans l'intérêt du patient et de la santé publique en général. Il a été revu, retravaillé à plusieurs reprises et sa version actuelle date de 2010, donc elle n'est pas très, très ancienne. Et elle comprend 2 parties. Le total des articles est de 116, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. En ce qui concerne notre législation et l'évolution de l'exercice professionnel du pharmacien, eh bien, nous avons 2 lois récentes, plus ou moins récentes, qui ont réellement révolutionné notre profession. La première date de 2006, donc une petite dizaine d'années, et qui, pour la première fois, a introduit cette notion de soins pharmaceutiques et de bonnes pratiques officinales. Mais ces notions ont été concrétisées seulement 3 ans après dans un arrêté royal extrêmement important pour notre profession, donc qui date de 2009 et qui porte instruction pour les pharmaciens, modifiant ainsi et remplaçant l'arrêté royal de 1885. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il était grand temps de dépoussiérer et moderniser un peu tout ça, parce que franchement, jusqu'en 2009, nous étions soumis à une législation de 1885. Et donc, cet arrêté royal de 2009, à la fois, il définit les actes pharmaceutiques et il est accompagné d'un guide très détaillé qui est donc actuellement d'application, un guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales. Alors, j'aime beaucoup ce tableau que j'ai repris à un de mes confrères, qui reprend donc la mutation du rôle du pharmacien depuis les années 50. Donc jusqu'à cette période, dans les années 50, en fait, la profession de pharmacien n'avait pas beaucoup évolué. Le pharmacien fabriquait des médicaments, donc que le médecin prescrivait, donc il faisait des préparations secundum artem, comme on dit, à partir de matières premières qu'il détenait dans son officine, dont il contrôlait la qualité. Donc, on peut dire que le pharmacien d'officine était en quelque sorte un producteur de médicaments. Alors, cette profession a évolué puisqu'il y a eu de plus en plus de spécialités pharmaceutiques, donc de fabrication industrielle, et le pharmacien est devenu en quelque sorte un commerçant universitaire qui délivrait donc des médicaments, des spécialités industrielles et faisait de moins en moins de préparations
magistrale. Donc la profession a réellement été en danger à partir de cette période, et c'est à ce moment-là qu'est né aux États-Unis ce qu'on a appelé le pharmaceutical care, qui s'est répandu alors un peu partout dans le monde entier, et en tout cas en Europe. Et les pharmaciens ont commencé à revoir leur profession, puisqu'ils ont senti qu'ils étaient en danger. Et petit à petit, ils ont évolué vers un rôle de conseiller de la santé, donc veillant au bon usage du médicament et à une dispensation, ce qu'on pourrait appeler une dispensation active, donc orienté vers le patient. On peut dire que donc, dans les années 2000, le pharmacien est devenu en quelque sorte un producteur de services. Et puis cela a continué à évoluer, de plus en plus de génériques se sont présentés sur le marché, la notion de substitution est apparue, la notion de soins pharmaceutiques s'est développée dans notre pays, et le pharmacien est devenu un réel acteur de santé publique, ce qu'on pourrait appeler un co-décideur. Et puis, donc, depuis les années 2010, depuis notre fameux arrêté royal de 2009, on peut considérer qu'en Belgique, le pharmacien est devenu un réel gardien de la sécurité du patient, puisqu'il assure la sécurité de la dispensation du médicament. Il est aussi un acteur de prévention de santé publique. Il s'occupe des problèmes de contrefaçon, des problèmes de pharmacovigilance, des problèmes iatrogéniques du médicament, et aussi, en particulier, donc, est obligé de faire du suivi des soins pharmaceutiques. Donc, on peut réellement dire que dans un contexte général, dans le passé, le pharmacien, la plus-value du pharmacien était liée aux produits matériels, aux médicaments, à sa qualité, à sa conformité, sa logistique, sa distribution, et qu'on est passé de cette compétence liée à un produit à une compétence plus immatérielle, et que la plus-value du pharmacien à l'heure actuelle, il faut la voir donc comme orientée vers un conseil, un service, un accompagnement, donc qui est tout cela faisant partie de ce qu'on appelle les soins pharmaceutiques. Et voici donc comment sont définis ces fameux soins pharmaceutiques dans notre législation, dans notre guide des bonnes pratiques officinales pharmaceutiques. Donc c'est bien l'ensemble des actes posés par le pharmacien et des services qu'il procure à un patient afin d'améliorer sa qualité de vie par atteinte d'objectifs pharmacothérapeutiques de nature préventive, curative ou palliative. Donc il y a réellement une orientation vers le patient, et 3 principaux groupes d'activités pharmaceutiques ont été reconnus aux pharmaciens dans le cadre de cette législation. Évidemment, toujours des activités associées à la préparation, à la dispensation des médicaments et autres produits de santé, mais aussi des activités associées au suivi du traitement, des activités associées à promouvoir la santé, le bien-être des patients, de la population, et atteindre les objectifs en termes donc de matière de santé. Donc ceux-ci sont réellement les termes de notre législation. Je me suis trompée. Alors, qu'en est-il dans ce cadre-là, donc, en Belgique, du dépistage, de la prévention et du suivi des maladies chroniques à l'officine? Il y a actuellement de nombreuses initiatives qui sont prises dans ce cadre. Il y a de plus en plus d'appareils d'automesure qui donc sont délivrés en pharmacie. C'est ce qu'on appelle dans la législation, dans notre législation, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et
Donc, ils doivent répondre, on ne peut pas vendre n'importe quel appareil dans nos pharmacies, ils doivent répondre à des garanties de sécurité, donc à des exigences qui sont reprises également dans un arrêté royal. Mais nous avons un petit problème, c'est que à l'heure actuelle, donc cette législation précise qu'ils sont autorisés dans un environnement domestique. Donc nous avons réellement des contraintes législatives en Belgique et donc nous avons un arrêté royal qui date de 1967 qui est relatif à l'exercice de l'art médical et de l'art pharmaceutique et qui définit de manière précise ce qu'est un exercice illégal pour les non-porteurs du diplôme de docteur en médecine. Et vous voyez ce qu'on y trouve. Donc, est un exercice illégal l'examen de l'état de santé, le dépistage de maladies et de déficiences, l'établissement d'un diagnostic, l'instauration ou l'exécution d'un traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, et la vaccination. Donc en Belgique, nous pouvons déjà éliminer, bien entendu, le diagnostic, ça ce n'est pas étonnant, mais nous ne pouvons pas, absolument pas, en pharmacie, faire de dépistage et nous ne pouvons pas faire de vaccination, donc à moins que cette définition change. Mais franchement, je crois qu'elle n'est pas prête de changer. Donc le dépistage, en Belgique, nous ne pouvons pas y penser. Par contre, la prévention est évidemment quelque chose de très important pour le pharmacien. Le pharmacien est autorisé de délivrer aux patients des produits, des réactifs, des appareils de diagnostic, comme je viens de dire, qui rendent un contrôle biologique et un traitement thérapeutique possible par lecture immédiate. Et donc, ce sont tous ces appareils, thermomètre, tensiomètre, glucomètre, test de grossesse, etc., que vous connaissez. Il peut bien entendu aussi délivrer des supports d'information à ces patients, des supports relatifs à la prévention, à l'éducation à la santé, à l'utilisation correcte des médicaments, et il peut participer à des actions donc visant à promouvoir la santé publique, à éviter les maladies. Donc l'aspect préventif du rôle du pharmacien est tout à fait reconnu et je pense qu'il est de plus en plus actif dans ce cadre en Belgique. Alors, en ce qui concerne le suivi des maladies chroniques, donc là, je voulais vous parler tout d'abord de ce que nous appelons les entretiens d'accompagnement en pharmacie pour les patients asthmatiques, qui est une nouvelle prestation pharmaceutique qui est autorisée par une législation donc, qui date, vous voyez, de toute fin 2013 et qui vient de rentrer donc, en application au début de cette année. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit donc d'un entretien de nouvelles médications et cette nouvelle médication, celle qui est reconnue actuellement, c'est un corticoïde inhalé. C'est pour ça que nous parlons de ENMCI. Cette nouvelle médication peut être initiée soit par un pharmacien, soit à la demande du patient, soit à la demande d'un médecin, mais elle est en tout cas toujours exécutée par un pharmacien, mais dans un endroit adapté de son officine. C'est donc une prestation qui est applicable à des groupes cibles bien spécifiques, donc un médicament de type corticoïde inhalé et un patient asthmatique, mais qui reçoit ce type de médication comme nouvelle médication. Et ce qui est évidemment très très important, c'est que le pharmacien d'officine perçoit un honoraire pour cette prestation. L'objectif de ces entretiens de nouvelles médications est bien entendu d'améliorer l'état de santé du patient, d'améliorer l'efficacité des traitements
et surtout dans le cadre de l'observance, parce qu'il est clair que cette observance est relativement mauvaise dans le cadre du traitement de fond de l'asthme. C'est aussi une occasion très importante de renforcer le dialogue et la complémentarité médecin-pharmacien et de développer ce que nous appelons une concertation médico-pharmaceutique, surtout dans le cadre de l'observance au traitement. Et ceci est donc une très belle concrétisation et une première belle concrétisation du suivi pharmaceutique. Alors, un petit peu plus concrètement, il y a donc deux entretiens qui vont se dérouler dans la même officine. D'abord, un entretien d'information, donc lorsqu'il y a initiation du traitement, à une date la plus rapprochée de la première délivrance, et puis un entretien de suivi après 3 à 6 semaines. Alors, au cours de ce premier entretien d'information, pour lequel, bien entendu, il faut que le pharmacien ait adhéré, il doit donner son consentement, on va entamer un dialogue avec le patient, on va lui rappeler ce qu'est la pathologie de l'asthme, quels sont les traitements, quelles sont les techniques d'inhalation, insister sur l'observance. Donc, le pharmacien va essayer de motiver le patient le plus possible. Il va aussi lui expliquer comment prévenir au mieux les effets secondaires. Et puis, il y a toute une série de formalités administratives qui sont relatives à cet entretien. Donc, il y a un résumé de l'entretien, il y a fixation d'un autre rendez-vous et l'ensemble des données doit être enregistré dans ce que nous appelons le dossier patient. Alors, entre 3 et 6 semaines après, il y a ce qu'on appelle l'entretien de suivi. Et où on va réinterroger le patient. On va lui demander de venir avec son traitement d'urgence pour qu'il fasse bien la différence entre le traitement de la crise et le traitement de fond. On va évaluer le niveau de contrôle de l'asthme. Il y a des questionnaires prévus à cet effet. Et puis, de nouveau, résumé, questions, rapports, et tout cela est inclus dans le dossier pharmaceutique. Donc, vous voyez, c'est réellement cette fois-ci un rôle de conseiller de la santé que le pharmacien va faire, ce qui est tout à fait nouveau dans notre pays. Important aussi, c'est l'aspect honoraire. Quel est-il ? Donc, le financement de ces prestations est inclus dans ce qui est appelé le budget des prestations pharmaceutiques. Et l'honoraire est de 20 €, TVA incluse, pour une durée moyenne de chaque entretien estimée à 15 minutes. Donc, somme toute, c'est pas tellement 20 €, mais enfin, c'est un bon début. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que c'est entièrement gratuit pour le patient. Voilà pour cet entretien de nouvelles médications qui vient de commencer, ici 2014. Mais je voulais vous dire un mot aussi d'une initiative, d'un projet pilote qui vient de débuter aussi en Belgique et que nous trouvons intéressant. Il s'agit ici, donc c'est une firme pharmaceutique qui met ce dispositif en place. C'est un kiosque. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Ce kiosque, c'est ça. Je vais y revenir tout de suite. C'est un kiosque où le patient s'assied, là, s'installe. Non, je sais. Et que permet ce kiosque ? Eh bien, il permet d'effectuer des tests dans la pharmacie. Mais attention, ces tests doivent être effectués par le patient lui-même, pour respecter la législation, mais sous la supervision du pharmacien. Alors,
quels patients peuvent bénéficier de ceci? Les patients hypertendus et des patients diagnostiqués diabète de type 2, mais donc ces patients doivent être diagnostiqués. Il ne peut s'agir en aucune façon d'un test de dépistage, c'est très important pour nos pharmaciens. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer dans ce genre de kiosque? Eh bien, l'indice de masse corporelle, la pression artérielle, le profil lipidique et l'hémoglobine glyquée. Et les résultats peuvent être envoyés à sa propre adresse mail, mais aussi à son médecin. Et c'est un des aspects intéressants parce que c'est un projet qui se développe entièrement en collaboration avec le corps médical, ce qui est évidemment très très important pour nous. Et vous voyez ici, donc je reviens sur ce fameux kiosque, donc le patient s'installe là, ça c'est le manchon pour prendre la tension artérielle. Là vous voyez, donc il y a un écran sur lequel le patient doit donner son consentement, rentrer un certain nombre de données. Il est identifié avec sa carte d'identité électronique. Et puis, donc, il doit faire un prélèvement sanguin lui-même, mais le pharmacien l'aide évidemment à faire tout ça. Et il sort, là, en dessous de l'écran, un petit ticket avec les résultats, donc ticket qu'il peut conserver et peut par ailleurs envoyer donc toutes les données à son médecin, mais tout est effacé. Donc ces données ne sont absolument pas conservées nulle part. Et donc ça, c'est aussi un élément très important. Et on verra ce que donne ce projet. Voilà, je vous ai donné ici un petit panorama de l'évolution de la situation en Belgique. On avance lentement parce que nous avons un cadre de législation assez strict, mais on avance. Merci pour votre attention. Merci Madame Janine Fontaine, je vous invite à vous asseoir. Je vous rappelle que c'est les pays à l'honneur, donc on a donné beaucoup plus de temps à Madame Janine Fontaine pour nous faire ce tour d'horizon de la profession, l'évolution face aux dangers si le métier ne suivait pas une mutation. Elle nous a rappelé un petit peu comment la notion de pharmaceutical care, donc de suivi thérapeutique des patients, a été mise en place au niveau de la Belgique. Nous aurions retenu donc dans cette mutation du métier de pharmacien, vous vous êtes appuyé sur les guides des bonnes pratiques officinales également, qu'il y a une formation continue qui est structurée et encadrée qui va se mettre en place. Enfin, que le dépistage d'orientation diagnostique n'est pas permis, mais par contre, tout ce qui est outils de suivi pour évaluer donc les pathologies chroniques se fait en relation donc pendant cette phase de transition avant que le patient ne retourne à sa consultation. Je rappelle que la Belgique est un pays qui héberge une grande communauté marocaine, que nous avons compté une ministre de la Culture d'origine marocaine dans votre pays, que quelques députés sont d'origine marocaine et que vous avez de très bons chocolats. Merci. Enfin, avant de passer la parole à notre ami Walid Amri, je rappelle simplement que la Belgique est aussi membre du GPEU et que le GPEU, dans son livre blanc, le groupement des pharmaciens de l'Union européenne, a émis des recommandations qui sont donc mises en place plus ou moins dans certains pays qui ont déjà avancé là-dessus. Et on verra tout à l'heure avec l'exemple de la France ce qu'il en est, les différences avec la Belgique. Que dit donc, quelles sont ces recommandations? Comment pouvons-nous contribuer davantage à la santé publique afin de mieux répondre à l'évolution des besoins des patients et des systèmes de santé? Nous devons, premièrement, accompagner activement les soins personnels et l'automédication en donnant des conseils en matière de santé, en réagissant aux symptômes ou en offrant des services qui favorisent les modes de vie sains et de prévention des malades. Donc, c'est tous les conseils qui sont mis en place pour accompagner les patients. Deuxièmement, continuer à renforcer la notification des effets indésirables, donc notre rôle de pharmacovigilance. Troisièmement, participer à la mise en place et au développement de systèmes nationaux de e-santé actuels et futurs. Et nous l'avons vu que dans le cadre des formations continues, vous envisagez donc les visioconférences. Quatrièmement,
tirer un meilleur parti du réseau officinal pour diffuser les messages de santé publique et pour proposer notre expertise et nos compétences en matière de communication dans la gestion des crises de santé publique. Cinquièmement, et c'est tout à fait dans le droit fil de notre conférence aujourd'hui, de notre table ronde, développer des programmes de dépistage et contribuer davantage aux stratégies de vaccination, ce qui est également une recommandation de la Fédération internationale de la pharmacie. Et la France va bientôt mettre en place la vaccination antigrippale au niveau des officines. Nous verrons ce qu'il en est dans d'autres pays tout à l'heure, la Tunisie particulièrement. Enfin, que propose le groupement des pharmaciens de l'Union européenne? Proposer un ensemble complet de services de santé publique accordés aux besoins de chaque bassin de vie. Si l'approche de santé publique tend à envisager isolément des problèmes tels que l'alcoolisme, l'obésité ou la santé sexuelle, il est essentiel de proposer un bilan global à chaque personne à un stade donné de sa vie et d'accompagner le changement de comportement qui doit en découler. Et c'est dans ces notions que nous allons nous inscrire. Et j'invite notre ami Amri Walid, docteur en pharmacie, qui est président de la Fédération nationale des pharmaciens des syndicats de pharmacie du Maroc, soit 52 pharmaciens, à venir me rejoindre au pupitre pour dire où on en est au Maroc et par rapport donc à ces évolutions, comment nous nous situons. Merci Nejia. C'est la Fédération 52 syndicats, pas 52 pharmaciens. Oui. Cher. Je suis ravi de revenir dans cette manifestation pour parler un peu de ce qui se passe dans notre pays, pour parler de tout le travail que fait la Fédération au niveau de notre pays, tout le travail que fait le Bureau fédéral. C'est un travail d'équipe immense entre un bureau fédéral et tous les syndicats du Maroc. Il y a une petite révolution qui est en train de se passer au niveau de notre profession. Le problème qui se passe chez nous, c'est qu'il y a eu une léthargie pendant très longtemps et on est en train de faire notre petite révolution pour faire avancer cette profession vers un meilleur avenir. Donc on va parler des nouvelles missions des pharmaciens qui sont aussi dans, je vous ai dit, cette fédération est arrivée, il y a un chantier avec des missions définies dans le temps, dans le court, moyen et long terme. Les nouvelles missions font partie du moyen terme et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, nos invités, je vais leur expliquer. Nous avons d'autres contraintes, d'autres soucis, mais je vais quand même parler des nouvelles missions et du rôle très important que joue le pharmacien d'officine dans notre pays. Quelques chiffres pour nos invités. Pour la salle aussi, c'est 12 000 pharmacies au Maroc, c'est 40 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects, c'est environ 150 visites par pharmacie par jour, à peu près 1,5 million de contacts par jour, un chiffre d'affaires global de 9 milliards de dirhams, qui fait que la pharmacie moyenne au Maroc, le chiffre d'affaires moyen est de 680 000 dirhams, qui est très peu. C'est l'une des professions les plus contributives à l'assiette fiscale, catégorie personnes physiques. La pharmacie marocaine en général, mais au Maroc il y a des spécificités. C'est un espace de santé, on a un rôle d'écoute, d'information, d'éducation, de prévention sur l'usage du médicament. C'est un espace social, c'est un espace accessible sans rendez-vous 24 heures sur 24. Et vous le savez, on fait des tours de garde pénibles, on n'est même pas rémunéré par rapport à ce tour de garde. C'est un espace de sécurité. On est garant de la qualité, du bon usage du médicament, de l'éducation thérapeutique du patient et en même temps de l'observance. C'est l'espace de premier recours, rôle de référent vers les autres professionnels de santé. C'est un espace citoyen, un espace conseil, un espace économique. Cet espace économique, vous allez me dire que tous les espaces sont économiques, mais le nôtre, c'est on devient des établissements de microcrédit, chose qu'on n'est pas obligé de faire et qui pèse très lourd sur notre activité quotidienne. C'est un espace de confiance. Il y a une relation très privilégiée entre le patient et le pharmacien, et on n'a pas honte de le dire. Parfois, les patients vont chez le médecin, mais ils trouvent, je vais dire en arabe, la pharmacie, plus que ils trouvent leur confort et leur confiance chez nous. L'état des lieux. La pharmacie a rarement rencontré autant de situations aussi défavorables qu'en ce moment. Baisse des prix des médicaments,
économie fragilisée, communication très agressive défavorable à notre exercice, les rapports parlementaires, le rapport de l'OMS sur le prix du médicament qui est cher au Maroc, le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir dernièrement et qui parle aussi de la marge du pharmacien, l'accumulation de facteurs qui inquiètent à juste raison le pharmacien d'officine, attaque sur les médicaments avec remise en question de la qualité des produits et leur utilité, ça c'est pas seulement au Maroc, c'est à l'échelle mondiale, attaque économique, remise en question de la marge du pharmacien, attaque de l'intérieur, certains comportements malheureusement de certains confrères et consoeurs au niveau de l'activité journalière, vous le savez, avec toutes les remises qu'ils font, avec toutes les... Ils nous portent du tort, situation qui génère stress, doute et inquiétude. Les alternatives. Revoir, repenser et surtout donner à l'exercice officinal cette dimension qu'il mérite. Mettre le collectif au service du développement de cette noble profession au bénéfice du patient dans le respect des valeurs de notre exercice. Créer des innovations et de nouvelles missions adaptées à notre réalité sociale et économique au bénéfice du plus grand nombre. Les nouvelles missions, Madame, notre chère présidente du Conseil de l'Ordre nous en parlait, nous c'est un projet d'avenir, c'est les dépistages d'orientation, les dépistages de prévention, les missions humanitaires, ça on le fait chaque jour, l'éducation thérapeutique du patient, promouvoir le bon usage du médicament et l'observance pour certaines maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'asthme, et ça on peut le faire. Certaines pathologies lourdes comme l'hépatite, le cancer et le VIH, vous savez que la tendance mondiale pour le VIH, il y a une baisse de 20%, alors que dans certaines régions au Maroc, comme à Messa, il y a une évolution de 20 à 30% au Maroc, ce qui est très grave, et on peut jouer un rôle très important dans la prévention et dans l'éducation du patient. Apprendre et renforcer les techniques de prise de certains médicaments, parce qu'il faut savoir, au Maroc, il y a un grand taux d'analphabétisme, un très grand taux d'analphabétisme, ce qui fait que notre rôle devient encore plus important. Apprentissage de l'autosurveillance. Vous savez que les appareils d'automesure, il faut faire des démonstrations au niveau de la pharmacie, leur expliquer, leur réexpliquer. Quand ils reviennent, il faut encore une fois leur expliquer. Je parle d'analphabétisme, forcément, il y a des erreurs d'évaluation. Et pour un suivi pour le patient, c'est très important qu'on joue ce rôle bien comme il faut. Les soins primaires, le droit de renouvellement des ordonnances pour certaines maladies chroniques, et ça en étroite collaboration avec notre ministère de tutelle et les autres professionnels de santé, j'entends bien les médecins. Nouvelle mission toujours, renforcer le rôle des pharmaciens en tant que professionnels de la santé, s'imprégner des expériences de certains pays, le Canada, la Belgique, la Suisse, et l'adapter à la réalité marocaine. Je ne parle pas de la France parce que, comme vous le savez, on a tendance dans notre pays à faire du copier-coller avec la France, malheureusement, même dans ce qui ne marche pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France vient de démarrer, ces nouvelles missions viennent de démarrer pour la rémunération par rapport à l'éducation thérapeutique du patient, par rapport à pas mal de choses. Et puis nous, on doit s'imprégner de pays qui ont réussi ces expériences-là. Le rôle du pharmacien pour faire des économies d'échelle, ça c'est important parce qu'en faisant le suivi, on va faire des économies d'échelle pour les caisses de sécurité à travers ces nouvelles missions de suivi et de prévention. Il faut bien sûr rémunérer ces missions, et ça c'est le plus important pour nous parce que le revenu du pharmacien ne doit plus être tributaire de la marge numéraire, baisse des prix et remise en cause de la marge avec toutes les conséquences pour un secteur déjà fragilisé. On a une couverture médicale au Maroc qui est très faible, elle n'est que de 30%. Un pouvoir d'achat qui est très médiocre, et tout le monde le sait. Une consommation annuelle du médicament par habitant qui est inférieure à 390 dirhams, qui fait de nous l'un des pays les plus faibles dans la consommation du médicament. Un PIB de la santé qui n'aide pas au Maroc, qui avoisine les 5,5%. Et là, c'est le point le plus important, c'est un déficit en professionnels de la santé. Il y a un déficit de 6 000 médecins et 9 000 infirmiers. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a 12 000 pharmacies. L'OMS préconise une pharmacie pour 5 000 habitants. Nous avons une pharmacie pour 2 600 habitants. Ça veut dire que ce déficit qui existe, l'État, le ministère de tutelle et les caisses de prévoyance peuvent en profiter pour faire de nous et jouer ce rôle de prévention pour faire, bien sûr, pour éviter les complications dans les maladies, pour éviter les hospitalisations et les taux de morbidité.
qui coûtent énormément cher et pour les caisses de prévoyance, pour les assurances et pour l'État. Les obstacles, expliquer et impliquer les autres professionnels de la santé, en l'occurrence les médecins, impliquer l'ANAM et les caisses de sécurité et de prévoyance, ainsi que le ministère de la Santé, la formation continue obligatoire. Ça, c'est un point très important. Les pharmaciens doivent se former parce que c'est impensable et on ne peut pas demander de nouvelles missions sans qu'on soit formé bien comme il faut. L'introduction des amendements dans le code 1704 pour ces nouvelles missions, et ça, on va en travailler. Nejia est en train de travailler avec certains amis, certains confrères, Jamal Znebab, peut-être que j'ai oublié d'autres. Je vois des gens qui sont avec nous dans la salle. On est en train de travailler sur un projet par rapport à ça. Et bien sûr, le point le plus important, vous savez qu'aujourd'hui, on a instauré le RAMED au Maroc, la mise en œuvre du partenariat public-privé dans le cadre du RAMED et l'importance de l'implication du pharmacien grâce à ces nouvelles missions pour une meilleure prise en charge du patient dans le suivi des maladies chroniques et pathologies lourdes. Il faut savoir que le médicament doit être dispensé dans la pharmacie, pas dans les hôpitaux. Comme je vous ai dit, il y a un déficit de 6 000 médecins au Maroc, de 9 000 infirmiers. Il est impensable qu'aujourd'hui, avec le RAMED, qu'on puisse donner même la dispensation du médicament pour ces gens qui n'ont pas les moyens, certes, mais dans le cadre d'un partenariat public-privé, chacun son travail. Le pharmacien doit dispenser. Donc aujourd'hui, non seulement nous pouvons dispenser ces médicaments chez nous, moyennant un partenariat public-privé avec le tiers payant, on est en train de réfléchir et de discuter par rapport à ça, mais en plus, ces nouvelles missions doivent démarrer ici, parce que vu le taux d'analphabétisation chez ces gens-là, 9 millions de citoyens, le suivi de ces maladies chroniques et le suivi de ces pathologies lourdes pourrait éviter beaucoup de dépenses à l'ANAM et à la caisse de sécu, parce qu'il faut savoir que si le médicament n'est pas bien pris, forcément il y a des complications, forcément il y a une hospitalisation, forcément il y a des morts. Et ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Et quand je parle d'un PIB de 5,5%, donc impliquer le pharmacien devient impératif. Pharmacien rémunération, je vais le passer parce qu'on va en parler, on est en train de discuter pour voir comment on peut rémunérer l'acte intellectuel du pharmacien par rapport à tout ça. De toutes les données exposées, étant donné le rôle que joue le pharmacien au quotidien dans la structure sanitaire de notre pays, étant donné la crise que traverse notre secteur et l'insuffisance de l'acte numéraire pour sortir le pharmacien d'officine de sa précarité, vu que le pharmacien au Maroc est l'un des principaux garants de la sécurité sanitaire, vu que le pharmacien veille 24 heures sur 24 dans toutes les zones du pays sur la santé du citoyen, oui, la mise en place de la rémunération intellectuelle est devenue impérative. Ne dit-on pas que prévenir, c'est mieux que guérir? Merci de votre attention. J'espère que j'ai été... Merci Walid Amri, président de notre Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc qui compte 52 syndicats. Walid Amri nous a rapporté donc un certain nombre d'indicateurs sur le secteur de la pharmacie d'officine dans notre pays, d'autres indicateurs sur la situation économique du tissu officinal, des opportunités que peut apporter ce tissu officinal pour contribuer à la santé publique. Walid a interpellé l'ANAM, je vais lui passer la parole tout à l'heure, a interpellé le ministère de la Santé et je souhaite la bienvenue à nos représentants du ministère de la Santé, à savoir le professeur Yahya Cherrah, qui est le passe-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, qui est enseignant donc à cette même faculté, qui a dirigé aussi le laboratoire national de contrôle du médicament. Je lui souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue également au docteur Mahli, qui est donc notre confrère, qui est directeur du laboratoire national de contrôle du médicament. J'espère que je n'ai oublié personne, c'est les deux que j'ai aperçus dans la salle. Vous avez interpellé également les médecins dans le sens d'un rapprochement de ce qui peut se faire. Et je souhaite la bienvenue à Madame le doyen et professeur Najia Hajjaj Hassoni, qui est ici présente, ainsi donc qu'aux autres médecins dans la salle. Et j'appelle Madame Amal Yassine de l'ANAM, qui a été interpellée, pour nous donner une vision un petit peu de que pèsent ces pathologies chroniques, leurs mesures. Madame Yassine Amal, alors je vais vous donner le... Oui.
attendez. Alors, de mémoire, parce que je laisse la fiche, vous êtes médecin à l'ANAM, vous êtes responsable de stratégie, vous vous occupez de tout ce qui est analyse au plan économique des médicaments au niveau de l'AMO. Vous avez un parcours de formation continue extrêmement riche également, puisque vous avez un DU de pharmacoéconomie, de pharmacoépidémiologie. Donc vous êtes impliqué également dans d'autres notions avec des masters en stratégie, l'ESSEC me semble-t-il. Et vous avez fait un stage, puisque nous avons la Belgique, vous avez fait un stage au CHU de Bruxelles en Belgique. Donc il y a énormément de points communs. Je passe, je n'ai plus en mémoire donc tout votre parcours, mais néanmoins, je crois que vous êtes la personne idoine pour nous rapporter un petit peu cette notion donc, des pathologies chroniques. J'aurais aimé également que vous ne fassiez part, mais tout à l'heure vous m'avez dit que ça n'a pas été possible, au niveau des tranches d'âge également, quelles sont celles qui pèsent le plus dans les remboursements de l'assurance, donc dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire dans notre pays. Le chiffre de 30% va être corrigé parce que, d'après ce que j'ai compris, nous sommes à 34%, ce qui est une évolution positive. À vous la parole. Souhaitez-vous ce micro ou l'autre? Bonjour, donc je me présente. Bon, c'est déjà présenté, mais je suis aussi à la division du conventionnement. Donc, je salue nos partenaires, les pharmaciens, qui nous ont fait part par leur invitation. Donc, je vais commencer directement la présentation. Donc, c'est la prise en charge des affections chroniques dans le cadre de l'AMO. C'est le champ d'application et les perspectives. Donc, en guise d'introduction, donc la place des maladies chroniques, qui constituent aujourd'hui les principales causes de décès, sont en augmentation partout dans le monde, ont de lourdes conséquences sur le plan économique et social et mettent en péril les ressources allouées aux soins de santé. Donc, le développement du contrôle des maladies non transmissibles est l'axe numéro 5 du plan d'action de la stratégie sectorielle de la santé 2012-2016. Cet axe se compose essentiellement de la prévention et contrôle des maladies chroniques et du cancer, lutte contre les troubles mentaux de l'adulte et de l'enfant et contre les toxicomanies, la santé bucco-dentaire, la prévention et contrôle des maladies rares et la santé de l'environnement. Donc, dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, donc les affections chroniques, ils ont une appellation, c'est les affections de longue durée, qui sont définies comme les maladies chroniques comportant une thérapeutique coûteuse, pour laquelle l'assurance maladie obligatoire assure une prise en charge pour les traitements nécessaires. Donc, les critères de choix sont des critères définis dans la réglementation de la couverture médicale de base. C'est en fonction de la fréquence de la maladie, c'est la prévalence et l'incidence, la gravité de la maladie, surtout en termes d'incapacité et d'invalidité, la chronicité de la maladie, la charge de morbidité et le coût de la prise en charge. Donc, c'est 5 critères qui définissent la liste des ALD, qui est déclinée en 149 pathologies, 41 ALD déclinées en 149 pathologies, et la liste des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins coûteux, qui comporte les maladies nécessitant la transplantation d'organes ou de tissus suivants, reins, foie, le cœur, la cornée et la moelle osseuse, les valvulopathies congénitales, la maladie coronaire, la pose de pacemaker et artériopathie chronique. Donc là, on va exposer l'évolution de l'effectif de la population atteinte d'au moins d'une ALD entre 2009 et 2012. Donc, on a une évolution entre 2009 et 2012, une évolution linéaire. En moyenne, la présence des ALD est en croissance dans la population AMO. Le mouvement semble s'accélérer dans la population AMO publique et se stabiliser dans la population AMO privée, si on peut dire celle qui est gérée par la CNOB, c'est celle qui est gérée par la CNSS. En termes de dépenses, on a le graphique se superpose presque parfaitement avec le graphique d'évolution de nombre des personnes atteintes en ALD. Donc les dépenses consacrées aux ALD sont restées proportionnelles. Et ce qui est alarmant, c'est que 3% de la population, elle consomme 50% de nos ressources. Donc, et ce graphique, il est superposé avec le nombre d'effectifs. Donc, on augmente l'effectif, on augmente les dépenses médicales. Puis, on a là la répartition de nombre de cas d'ALD
par type d'affection dans les secteurs publics et privés, bien sûr la population couverte, au terme d'exercice 2012. Ce qu'on va voir, c'est qu'en termes d'effectifs, on a en première classe, c'est le diabète de type 1 et 2, puis il y a l'hypertension artérielle, puis les tumeurs malignes, puis l'insuffisance rénale chronique terminale. Mais ce qui est alarmant, c'est que cet ordre, il va s'inverser en termes de dépenses. On aura l'insuffisance rénale chronique terminale qui prend le premier rôle en termes de dépenses, puis suivi des tumeurs malignes, puis l'hypertension artérielle et enfin le diabète. Donc ces deux graphiques renseignent sur le poids des affections de longue durée qui consomment plus de ressources. Et ces données constituent également une plateforme pour établir les priorités aux autorités sanitaires. Donc par où on va commencer dans les programmes de prise en charge et de prévention. Donc la prise en charge dans le cadre des ALD, au niveau de l'assurance maladie, on a déjà commencé à faire un travail au fil des années. Donc on a l'objectif faciliter un accès aux soins aux assurés AMO, s'assurer de leur qualité avec une maîtrise de dépenses médicales. C'est une équation qui reste toujours difficile à faire, mais on essaie quand même. Donc on a première des choses, on doit enregistrer les patients qui sont en ALD. Il faut qu'on les recense, il faut qu'on les connaisse par un processus d'admission en ALD et de renouvellement de cette admission. Donc, il y a la première étape, il y a, bon, là c'est un exemple, par exemple le diabète de type 1 ou type 2. Ils doivent déclarer sa maladie auprès de l'organisme gestionnaire, la CNOPS ou la CNSS, via un dossier d'examen d'ALD qui fait impliquer le médecin traitant. Donc, il doit remplir un formulaire. Ce formulaire, il est déposé au niveau du contrôle médical, au niveau de la caisse, donc que ce soit la CNOPS ou bien la CNSS. Et cet examen de la demande va se faire au niveau du contrôle médical. Après, il y aura la décision d'accorder l'exonération anti-modérateur. Ça veut dire que ce patient est enregistré en ALD ou pas. Et bien sûr, cette décision elle est basée sur des critères d'admission en ALD qui sont définis par l'Agence nationale de l'assurance maladie et qui doivent répondre aux critères qu'on a dit tout à l'heure dans la réglementation. La fréquence, la chronicité, il y a 5 critères qui doivent être là pour donner le titre ALD. Puis la deuxième des choses, on a l'exonération du ticket modérateur, ça veut dire la part restante à la charge de l'assuré. C'est la différence qu'on dit en vulgarisant le mot. Le taux d'exonération, il varie entre 77% et 100% en fonction de l'organisme gestionnaire, que ce soit CNOPS ou CNSS, parce que les taux, ils varient, et ou bien la pathologie concernée. Troisième point, il y a la mise en place d'une convention tiers payant avec les pharmaciens d'officine. Ça fait une année qu'elle est mise en place. Cette convention constitue un instrument privilégié de dialogue entre les organes gestionnaires et les pharmaciens afin de faciliter pour la population assurée l'accès à des médicaments à coût élevé. Et aussi le quatrième point, c'est ce qu'on fait, c'est un grand chantier qu'on fait, c'est l'élaboration des protocoles thérapeutiques. Et cela ne se fait pas uniquement par l'agence, il fait dans un cadre conventionnel avec le ministère de la Santé, l'Agence nationale de l'assurance maladie, les sociétés savantes des sciences médicales et aussi les conseils de l'ordre des médecins. Donc, Conseil national de l'ordre des médecins. Donc, ce sont des propositions élaborées méthodiquement, discutées et validées par un groupe d'experts pluridisciplinaires permettant de proposer aux professionnels de santé une synthèse de données actuelles de la science. Donc, les objectifs de ces protocoles thérapeutiques, c'est harmoniser la pratique médicale, constituer un référentiel pour le contrôle médical des organismes gestionnaires de l'AMO, constituer un outil de maîtrise médicalisée des dépenses, évaluer les pratiques médicales et constituer un outil de formation continue. Donc, le processus, c'est l'ANAM, elle formule sa demande auprès de la Société marocaine des sciences médicales pour élaborer ses protocoles thérapeutiques en fonction de la priorité. Et quand je dis la priorité, c'est la fréquence, le niveau de dépense, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Puis, on a la Société savante, elle élabore ses protocoles selon un canevas standard en se basant sur les niveaux de preuves scientifiques. Et ces protocoles doivent être régulièrement actualisés en fonction des données nouvelles de la science. Puis, il y a le comité technique médical, siégeant au niveau du CHU, siégeant au niveau de l'ANAM. Il est composé des parties signataires de la Convention et des représentants des CHU et des facultés de médecine. Ce comité, il valide ces protocoles thérapeutiques. Et bien sûr, le ministère de la Santé, il approuve ces protocoles validés par le comité technique médical. Et les protocoles approuvés font objet d'un plan de diffusion régional aux professionnels de santé.
Donc, à l'état actuel, on a une vingtaine, ce qu'on a fait dans ce chantier. Une vingtaine de protocoles sont élaborés par la Société marocaine des sciences médicales. On a 9 protocoles thérapeutiques qui sont finalisés. On a l'hypertension artérielle, le syndrome néphrotique, glomérulonéphrite, le diabète de type 2, l'insuffisance rénale chronique terminale, l'asthme, le cancer du sein, polyarthrite rhumatoïde et l'insuffisance rénale aiguë. Donc, trois protocoles thérapeutiques ont fait l'objet d'un plan de diffusion via des séminaires régionaux qu'on a fait l'année dernière, et les autres vont suivre dans cette année. Les perspectives. Donc, les perspectives, on a la prévention des affections chroniques. Donc, on a vu que c'est alarmant. Et en vue de dépenses, 50% de nos ressources, pour 3%, c'est énorme. Et là, on va un projet de convention de partenariat entre l'ANAM et les différents intervenants de la couverture médicale de base pour la coordination des mesures de prévention. Tout à l'heure, c'était une contrainte qui a été exposée comme quoi l'implication de l'ANAM et des caisses, mais soyez sûrs que c'est un souci. Et pour nous, on s'inscrit dans un cadre de partenariat avec tous les acteurs de la couverture médicale, en commençant par le ministère de la Santé, parce qu'on doit être en harmonie avec les plans, avec les programmes du ministère de la Santé et en harmonie avec la stratégie sectorielle. Puis on a la deuxième chose, c'est la consolidation de la convention tiers payant avec les pharmaciens d'officine. C'est l'extension de la liste des médicaments à prendre en charge en mode tiers payant et intégrés dans la convention. Et la troisième chose, c'est l'accélération du processus d'élaboration des protocoles thérapeutiques et leur mise à jour périodique. C'est 10 protocoles annuellement. Et aussi, il y a une chose que je n'ai pas mis sur la diapo, c'est-à-dire que pour le remboursement des médicaments qui s'inscrivent dans les maladies chroniques, je voulais vous exposer que pas mal de médicaments ils ont été évalués par la commission de transparence qui est présidée par professeur Sharrah. Donc on a évalué beaucoup de médicaments en vue de les intégrer dans le guide des médicaments remboursables. Et c'est un processus qui est continu et on donne la priorité aux médicaments qui s'inscrivent dans les maladies chroniques pour faciliter l'accès aux soins. Donc, en conclusion, on a la perspective est de faire évoluer le système vers la gestion du risque maladie par l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour améliorer l'efficience de notre système de soins dans le cadre de l'AMO, à savoir le rapport entre sa qualité et son coût. Des actions prioritaires communes, c'est faciliter l'accès aux soins, renforcer l'impact des programmes de prévention, améliorer la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, conforter le partenariat avec les professionnels de santé et renforcer l'efficience des soins. Je vous remercie. Merci, Dr Amal Yassine, pour cette excellente présentation. Vous avez répondu tout à fait à nos attentes. Nous aurons noté donc cette notion de poids des maladies prioritaires chez vous au niveau de remboursement, à savoir donc les artériopathies chroniques, quand on sait qu'elles sont dues aux complications du diabète, des dyslipidémies et de l'HTA. Donc les diabètes qui viennent en premier point, l'HTA, les cancers, l'insuffisance chronique qui est une complication. Nous avons retenu également qu'il y a moins de 6% du PIB qui a été souligné, qui est alloué à la santé et que vous avez une contrainte aussi de priorité d'allocation de vos moyens financiers, qu'il y a des protocoles thérapeutiques élaborés par la Société marocaine des sciences médicales. Nous aurions aimé à ce qu'il y ait une société savante regroupant plusieurs sociétés savantes médicales, donc qui est la société mère. Nous aurions aimé que les pharmaciens aussi soient associés, au moins pour certaines pathologies telles que vous avez évoquées tout à l'heure, les diabètes ou autres, auxquelles nous pouvons contribuer. Vous avez également évoqué les commissions paritaires, auxquelles aussi les pharmaciens d'officine ne sont pas associés. Peut-être qu'ils auraient une place là-dessus et nous sommes tout à fait disposés. Il y a un travail qui a été élaboré donc, de sensibilisation sur la polyarthrite rhumatoïde que vous avez noté. Je ne sais pas si le professeur Hellali est là. Si elle est là, je lui souhaite également la bienvenue parce qu'elle a initié un travail de sensibilisation à travers un roadshow dans tout le Maroc qui a impliqué les pharmaciens et leurs équipes. Enfin, au niveau du tiers payant, nous sommes totalement interpellés. Là, on l'a très bien compris. Donc, mais par contre, il faudra rééquilibrer. Et vous avez parlé de renforcer l'impact des programmes de prévention. Nous serons au rendez-vous
Alors, je voudrais donc passer la parole à Dr Lotfi Benbahmed. Est-ce que je vous le présente ou vous le connaissez suffisamment? Lotfi Benbahmed est un confrère qui a vécu longtemps au Maroc et qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Algérie, président de l'interordre des pharmaciens du Maghreb, qui nous a habitués donc à rapporter l'expérience donc de l'Algérie, qui est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Lotfi Benbahmed va nous rapporter la situation en Algérie par rapport à la thématique de notre table ronde. Comment a évolué donc cette histoire à votre niveau en Algérie? Où vous en êtes maintenant? Et je sais que vous êtes très actif à ce niveau. Lotfi, à toi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers consoeurs, chers confrères, honorable Assemblée, je voudrais d'abord bien sûr remercier Younes Blaiachi, mon ami Younes, pour son invitation ainsi que toute son équipe. Cette année, à Officine Expo, je voudrais aussi, bien sûr, en tant que président de l'Ordre des pharmaciens, exprimer à nos confrères et nos consoeurs marocains les sentiments fraternels de leurs consoeurs et confrères algériens. Lorsque j'ai reçu le questionnaire de Najia, très sincèrement, j'ai mis un peu de temps à y répondre, parce qu'effectivement, comme au Maroc, l'éducation thérapeutique, même si on en parle, elle n'est pas encore mise en place. Donc j'ai essayé, à travers de répondre au questionnaire qu'elle m'a posé, et à répondre à un certain nombre de questions. Alors, sur le dépistage et la pharmacie d'officine. Bon, la couleur violette, c'est une erreur du secrétariat. Hein. Je ne suis pas supporter du FC Barcelone, si vous êtes celle du Raja. Bon, en 1976, effectivement, en officine, on autorisait de faire un certain nombre de paramètres. L'urée, la créatinine, la glycémie et la recherche des protozoaires. En 1985, la nouvelle loi sanitaire stipulait que les pharmaciens devaient faire des analyses médicales. C'était une approche qui était assez originale par rapport à ce qui se passait dans les pays voisins. En 1998, enfin, une nouvelle modification de la loi sanitaire stipule que le pharmacien d'officine peut faire des analyses médicales. Et la voie réglementaire n'existe toujours pas. Ce qui fait que dans beaucoup de régions d'Algérie, qui sont dépourvues de laboratoires, très souvent, c'est le pharmacien d'officine qui effectue toujours des analyses médicales. Ce vide juridique est exploité. Bon, l'ordre, bien sûr, tend à ce que cette situation soit corrigée, mais cependant, le pharmacien joue un rôle toujours sur le dépistage dans de nombreuses régions du pays. Bon, il y a les autres formes de dépistage en Belgique ou au Maroc, les tests de grossesse, prise de tension, appareil de mesure, l'autodiagnostic, on en a largement parlé. Sur les campagnes de dépistage, aucune campagne de dépistage nationale initiée par les pouvoirs publics n'a jusqu'à présent associé les pharmaciens d'officine. Cependant, il y a des campagnes locales, effectivement à Oran, sur le diabète, le syndicat local, avec des pharmaciens d'officine et avec une association et le soutien des autorités locales, avait fait une campagne de dépistage du diabète, bien sûr soutenue par un laboratoire qui commercialisait des lecteurs de glycémie. Ces campagnes, bien sûr, étaient bénévoles pour les pharmaciens d'officine. Mais bon, les biologistes et même les diabétologues et l'ordre, on émet des réserves quand même sur ces campagnes-là parce que bon, il peut y avoir, d'après les spécialistes, beaucoup de faux négatifs et une mauvaise approche du diabète. Et en plus, ça apparaît pour certains comme plus du recrutement de malades et des campagnes de promotion pour la vente de ces appareillages plutôt que de véritables campagnes de santé publique avec la rigueur qu'elles devraient avoir. Nous estimons que si l'exercice de la pharmacie d'officine doit se recentrer sur le malade, ça doit être dans la participation à son éducation thérapeutique plutôt qu'au dépistage de pathologies. Et en cela, je rejoins un peu ce qui se fait en Belgique. Effectivement, je pense que si le pharmacien doit jouer un rôle, c'est plus sur l'éducation thérapeutique, l'accompagnement et le suivi de la maladie, plutôt que sur le diagnostic lui-même. L'Ordre des pharmaciens, on propose aujourd'hui que le projet de loi sanitaire qui doit être rediscuté, vous avez bien vu qu'il date de 1985. J'étais en réunion avec Monsieur le ministre de la Santé pas plus tard que mercredi passé.
On espère pouvoir introduire une nouvelle loi en juin de cette année, malgré un calendrier politique très chargé. Donc on voudrait bien sûr que dans cette loi sanitaire, on ait les changements qui ont existé, qui ont été faits dans la loi française ou belge, où on introduirait l'éducation thérapeutique dans, bien sûr, les prérogatives du pharmacien. Mais en Algérie, nous avons quand même, ces 10 dernières années, fait un effort important en termes de sécurité sociale. Effectivement, la sécurité sociale a mis en place le tiers payant pour l'ensemble de la population. Et tous les assurés sociaux, et même les indigents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas assurés sociaux, bénéficient d'une carte qu'on appelle la carte Chifa, qui est l'équivalent de la carte vitale. Elle permet aux malades d'accéder gratuitement aux médicaments dans l'ensemble des pharmacies du pays à travers un système informatisé et qui permet aux pharmaciens, et qui va permettre aux pharmaciens, ça sera même une obligation d'ici le mois prochain, d'avoir accès à l'ensemble des prescriptions et ainsi d'avoir une approche globale des médications prescrites. L'objectif de la sécurité sociale, c'était surtout d'éviter les doublons. Effectivement, il y avait des malades qui prenaient, qui avec différentes ordonnances, allaient dans plusieurs pharmacies et se faisaient prescrire et multiplier les prescriptions. Et il y avait surtout des abus, notamment pour les psychotropes, avec tous les problèmes de toxicomanie qui peuvent en découler. Donc, pour gérer cette problématique, la sécurité sociale donne accès maintenant au dossier du malade, au pharmacien, qui devra vérifier si effectivement cette prescription n'a pas déjà été faite, si ce n'est pas une double prescription et si ça n'augmente pas la consommation du médicament. Mais ça donne un intérêt réel pour l'acte pharmaceutique, parce que ça va permettre aux pharmaciens de pouvoir lutter contre d'éventuelles interactions médicamenteuses avec d'autres prescriptions qui ont été délivrées par d'autres spécialistes et éviter et lutter contre les iatrogénies. L'idéal, effectivement, ça serait de matérialiser cet acte pharmaceutique. Effectivement, la problématique du pharmacien d'officine à travers le monde, et même chez nous, c'est que le pharmacien d'officine, son acte reste invisible. Il n'est pas matérialisé. Et on pourrait imaginer une forme de tableau récapitulatif qui reprendrait toutes les indications et toutes les thérapies que les médecins ont prescrits aux malades, et avec bien sûr des conseils diététiques et chronobiologiques. Je dirais un tableau qui expliquerait que ce médicament, il doit le prendre avant le repas, après le repas, à telle heure, pas telle heure. Et ça permettrait en fin de compte aux pharmaciens de matérialiser son acte en signant peut-être même ce tableau. C'est une piste. Enfin, la sécurité sociale remet aux pharmaciens, c'est une spécificité de l'Algérie aussi, une majoration de 20% du prix du médicament pour toute substitution par un médicament générique produit localement et au tarif de référence. C'est-à-dire que pour pouvoir développer la production locale et pour pouvoir augmenter les revenus du pharmacien, étant donné que les marges sont très faibles en Algérie, elles tournent par rapport au prix de vente à autour de 18% de moyenne. Hein, c'est beaucoup plus faible, c'est la moitié, je pense, de la marge au Maroc. Et comme il devait y avoir une renégociation des marges et que c'était très compliqué de la mettre en place, il y avait un cadre interministériel à mettre en place, la Sécurité sociale a décidé donc de donner cette majoration de 20% pour compenser cette baisse de marge et la baisse du prix du médicament qui a été induite par la mise en place du tarif de référence. Le tarif de référence, en Algérie, c'est l'équivalent du tarif forfaitaire de responsabilité en France. C'est-à-dire qu'on rembourse les médicaments sur la base du générique le moins cher. Ce qui a fait une baisse très importante de l'ensemble des prix du médicament, parce que pour tous les médicaments où il y a un tarif de référence, toutes les spécialités ont baissé leur tarif au niveau du tarif de référence. Contrairement à l'Europe, le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne leur permettait pas de payer la différence et donc de pouvoir acheter des princeps. Donc les laboratoires princeps, voyant qu'ils perdaient des parts de marché très importantes, ont baissé les prix au niveau du tarif de référence. Donc en Algérie actuellement, sur la plupart des médicaments, vous n'avez plus de différence de prix entre le générique et la spécialité. Elles sont toutes à peu près au même prix. Et avec des baisses parfois de 60 à 70% pour certaines molécules.
Donc certains laboratoires aussi, bon, l'ordre propose une rémunération aussi de l'acte et notamment du suivi thérapeutique de certaines pathologies, comme ça nous a été présenté. Certains laboratoires aussi proposent des conventions aux pharmaciens d'officine. Ça c'est nouveau, introduisant une formation continue pour l'éducation thérapeutique des patients, tout en les rémunérant que pour l'allocation d'espace dans l'officine, afin de rester dans un cadre réglementaire. Bon, je vais expliquer ça. Effectivement, les laboratoires ne peuvent pas payer le pharmacien pour donner des conseils. Parce que ça serait remettre en cause l'indépendance technique du pharmacien. Ça serait l'orienter dans son conseil. Donc, pour contourner cet état de fait, ils aident le pharmacien, effectivement, notamment, comme le disait si bien Walid, nous avons des populations, des fois, qui ne sont pas instruites ou auxquelles il faut expliquer un certain nombre de choses, notamment pour les appareils, les lecteurs de glycémie ou pour les silos insuline. Donc, pour faire ce travail et prendre le temps qu'il faut, ces laboratoires donnent des formations particulières aux pharmaciens, aux équipes de l'officine et contournent un peu la réglementation en les rémunérant plutôt sur l'allocation des espaces, sur la publicité qui peut être mise au niveau de l'officine. Mais c'est une réelle rémunération et actuellement il y a 1 ou 2 laboratoires qui sont en train de la proposer en Algérie et ça sera une partie des revenus de un certain nombre d'officines. Mais bien sûr, nous préférons que si l'acte pharmaceutique doit être rémunéré au-delà de la marge, que ce soit fait bien sûr par les pouvoirs publics et la sécurité sociale. Ce serait plus naturel. Que pourrait-on recommander à travers l'interordre maghrébin? Bon, bien sûr, c'est proposer la modification des législations nationales en introduisant le nouveau rôle du pharmacien dans l'éducation thérapeutique, introduire et développer la pharmacie clinique et la sémiologie dans la formation initiale, mettre en place une formation continue obligatoire, parce que nous faisons effectivement beaucoup de formations continues, nous n'avons toujours pas un cadre réglementaire, une haute autorité qui imposerait de mettre en place une formation continue obligatoire, sensibiliser les caisses de sécurité sociale sur l'utilité de rémunérer le pharmacien sur le suivi des malades, ce qui engendrera des économies d'échelle. Effectivement, ce que proposent les laboratoires, ça devrait être mis en place par la sécurité sociale. Nous espérons les sensibiliser dans cette voie-là. Et imaginer aussi, et c'est important, de nouvelles formes de coopération avec les prescripteurs, les laboratoires pharmaceutiques et les associations de malades pour intégrer le pharmacien d'officine dans toutes les campagnes de protection de santé publique. Effectivement, aujourd'hui, il faut repenser le rôle du pharmacien et l'intégrer dans la chaîne de soins et peut-être dépasser un état de fait qui faisait que le pharmacien était un peu isolé dans son officine, n'était pas connecté directement avec la chaîne de soins et que même des règles de déontologie interdisaient le compérage, interdisaient la relation directe entre les praticiens. Aujourd'hui, il faudrait peut-être reconsidérer la chose et le voir sur un angle plus efficient pour le suivi thérapeutique de nos patients. Et je vous remercie. Merci Lotfi Ben Bahmed. Nous sommes attentifs à ce que tu as évoqué, à savoir le projet de loi sanitaire et les éléments que vous allez introduire. Donc, et j'espère qu'il y aura des recommandations futures dans le cadre des interordres maghrébins que tu présides. Donc, on a noté que l'implication du pharmacien dans l'éducation thérapeutique est une de vos priorités, bien plus que les tests de dépistage d'orientation diagnostique précoce, bien que ces tests-là rentrent dans l'éducation thérapeutique pour le suivi des pathologies thérapeutiques, que vous êtes en attente de matérialiser les interventions du pharmacien pour valoriser et faire reconnaître l'acte pharmaceutique et le faire rémunérer, là aussi, et que vous allez mettre en place un renforcement de la formation de pharmaciens à la base dans les universités, un renforcement donc très orienté vers la santé publique sur les pathologies et la sémiologie, et que vous souhaitez également instaurer une formation des pharmaciens, une formation obligatoire. Alors, tu as respecté les temps. Il nous reste juste une dernière intervention et interpeller nos autres invités qui viennent de Tunisie, du Burkina Faso, et nous passerons au débat. Mais pour un petit peu casser donc, ces présentations, entre guillemets, je souhaiterais vous projeter un bref film qui a été tourné dans la pharmacie de notre confrère Freddy Mimoun,
ولد أزيلا Khnefra, qui est parmi nous aujourd'hui, non pas parce qu'il a partagé les mêmes bancs de la faculté de Tours avec Younes Belhiachi, qui est l'organisateur, loin s'en faut, mais qui est là surtout parce que c'est un champion de l'éducation thérapeutique en France, puisqu'il est bardé de diplômes universitaires, un diplôme en orthopédie médicale, en petite orthopédie médicale, et comment vous appelez ça? Petit outillage, voilà. Il a été formé également à l'ESSEC de Paris, dans l'Executive Education. C'est le grand spécialiste de l'éducation thérapeutique, puisque sa formation donc, au niveau de Paris à l'IPCEM portait sur le patient diabétique, ainsi que sur l'obésité et la nutrition. C'est une des rares personnes formées en France, c'est spécialiste de l'entretien motivationnel, et on va voir donc un petit exemple. Au niveau tu fais partie également du réseau Diabolo 45. 45, c'est le département d'Orléans où réside mon frère. Donc, tu es impliqué donc, dans des réseaux pluridisciplinaires, impliquant donc les pharmaciens, les kinés, les médecins, autour du patient diabétique, et également que tu as développé cette notion de patient arabophone, puisque tu es à Saint-Jean-la-Ruelle, une banlieue d'Orléans. Enfin, tu es totalement également impliqué dans les entretiens qui sont rentrés dans les nouvelles missions des pharmaciens en France sur les anticoagulants, les antivitamines K et les Nenaco, et également au niveau du suivi du patient asthmatique, l'éducation thérapeutique du patient asthmatique. Donc vraiment, c'est la personne qu'il nous faut, sans compter que tu es consultant pour la formation continue sur l'éducation thérapeutique auprès de l'ECP, qui est un des principaux répartiteurs en France, et que tu participes à un certain nombre de boards en tant que consultant pour des laboratoires en France. Bienvenue Mimoun Fredi, Bladek, marhaba bik. Alors on démarrera par ton film avant que tu nous dises comment ça se déroule. Imervet. Bonjour Monsieur Fabien. Vous allez bien? Vous êtes venu pour le rendez-vous? D'accord, on va y aller. D'abord, merci d'être venu. Alors vous pour aurez ce dépistage qu'on prévoit pour les maladies cardiovasculaires. Et je vais vous expliquer pourquoi on le fait. C'est parce qu'on a, les études ont montré que chez certains patients, si on prend certaines constantes telles que la glycémie, la tension et le tour de taille, on peut prévenir certaines maladies comme l'hypertension artérielle, comme le patient diabète. Est passé à côté de lui. Donc on va faire juste 3 petites mesures. Sur la et après je vais vous expliquer un petit peu. Un tensiomètre. En fait, je vous ai préparé un petit dossier où on va noter toutes vos constantes, c'est-à-dire votre tour de taille, votre poids, votre glycémie. Je vais vous donner quelques brochures un petit peu à lire chez vous qui vont vous expliquer un petit peu pourquoi on fait le dépistage et la prévention. Et une petite revue qui traite un petit peu comment vivre avec son diabète ou son hypertension artérielle. Tout ça, ce sont des mesures préventives. Mimoun a emmené dans un espace de confidentialité son avant patient. d'arriver à prendre les traitements. Est-ce que vous avez des questions? Rien de particulier. D'accord. Très donc angoissé, on va commencer par une mesure de poids, si vous voulez. Vous passez sur la balance. Et vous me dites combien vous trouvez. C'est un patient diabétique qui doit basculer vers l'insulinothérapie. Et votre taille? 1m80. 1m80. Mimoun est en train de déterminer les autres facteurs de risque associés au diabète. Prise de la taille, si vous voulez vous mettre debout, vous rapprochez de moi, en face de moi. Vous verrez où il faut prendre les mesures. Pour un homme, c'est 90 cm, ou un mètre, et pour les femmes, 80 cm. Un facteur de risque associé. Alors, ensuite, je vais lui prendre une petite glycémie. Il lui part de petites glycémies pour ne pas l'effrayer, parce que c'est un grand angoissé, le patient. Donc là, vous êtes venu à jeun. Donc vous êtes à 1,19. C'est bien. Vous savez que c'est jusqu'à 1,26. D'accord.
c'est quand on est au-delà de 1,26, on commence déjà à suspecter une intolérance au glucose. Donc c'est bien. Je lui explique. Après, on va faire une prise de tension. Donc normalement, une prise de tension, il faut qu'on fasse 3 à droite et 3 à gauche pour voir des fois s'il y a des variations. Et bon, pour cette fois-ci, pour aujourd'hui, on va faire 3. Je vais vous noter les constantes sur votre fiche. Et votre médecin va faire le nécessaire pour les ces 3 constantes. mesures pour éviter l'effet blouse blanche. 95, 70. On refait une deuxième. Alors c'est caché, mais c'est au niveau de Vous faites un l'humérus, petit peu donc c'est la prise de d'activité tension qui a fait. Pas trop, moi je 122. C'est bien. 9, 3. Et Sur l'affiche en 72. haut, vous verrez Très bien. prévention et dépistage. C'est une affiche De ça. élaborée par le groupement auquel il fait partie, qui est le groupement Gyropharm en France. Donc, si je vous donne votre bilan pour cet examen de dépistage, vous avez quel âge? J'ai 47 ans. D'accord. Vous êtes un patient de 45 ans, fumeur ou non fumeur? Il y a un document formalisé à remplir Depuis avec tous les résultats, une dizaine d'années? Je dirais une bonne vingtaine d'années. Une bonne l'historique vingtaine de la d'années. maladie. D'accord. Donc, je vous résume votre bilan. Donc, vous êtes un patient, vous avez 47 ans. Vous fumez depuis 20 ans. Vous Fumeur. avez un poids de 95 kg pour une taille de 1,88 m. Votre tension à aujourd'hui me paraît normale. Et vous avez une glycémie à 1,19, ce qui est bien. Alors pourquoi j'ai pris ces mesures? C'est parce que le tour de taille est un facteur prédictif aussi, qui peut dire que par exemple un patient peut développer telle ou telle pathologie. Pour l'instant, normalement, vous n'avez hormis le facteur tabac, ça serait bien que vous rencontriez un médecin tabacologue, au moins pour vous aider dans un sevrage. Donc il attire Donc, si vous le l'attention du souhaitez, patient sur ce On facteur pourra de prendre risque rendez-vous, parce que et l'encourage à une on peut consultation aider pour un ça, sevrage. nos patients, en fonction de leur motivation, à commencer à réfléchir déjà sur l'arrêt, et quand ils sont prêts, à les accompagner dans leur arrêt, en les mettant en relation avec un médecin tabacologue de l'hôpital. Donc je vais vous donner votre dossier, je vais vous donner quelques revues d'informations à lire, Merci. votre dossier que vous allez donner à votre médecin, Un outil de et communication moi je avec lui le adresserai un courrier comme quoi je vous ai vu à ce jour. Très bien. D'accord? Je lui enverrai le courrier et puis vous prendrez rendez-vous pour le voir, il aura déjà reçu le courrier. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà un exemple de ce que pratique notre ami. Alors je vais lui demander, puisqu'on lui a donné un film, à lui tout seul où il est superstar, d'être assez bref dans sa présentation. La législation en France, on est obligé de déclarer les conflits d'intérêts avec les laboratoires. Donc j'ai travaillé avec Novartis, avec Bayer, Sanofi, Abbott. Et une de mes activités dans la formation continue, c'est que j'interviens pour former les pharmaciens pour les entretiens pharmaceutiques AVK et asthme. C'est un clin d'œil à Younes, mais il n'est pas là, donc je voulais le remercier. Je voulais citer cette phrase de Confucius qui dit « 3 sortes d'amis sont utiles, un ami droit, fidèle et cultivé ». C'est le plus important, donc ça c'était pour Younes. Je voulais remercier tous les membres de la table ronde et je ne voulais pas oublier le vice-président du Conseil de l'ordre de Tunisie et Fadoua Alali qui devait faire partie, mais je ne sais pas si elle est là. Alors, avant de parler prévention, je voudrais définir d'abord, selon l'OMS, ce qu'est la prévention, qui est un ensemble de mesures visant à éviter ou à réduire soit le nombre, soit la gravité ou la survenue de la maladie. Il y a 3 types de prévention. Primaire, c'est quand on est en bonne santé. Et donc, tout ce qui va pour ne pas arriver justement à ce qu'on tombe malade. La deuxième, c'est quand on a la maladie et quand on veut justement pour ne pas empêcher sa survenue. C'est-à-dire, par exemple, pour un diabète, quand on est en intolérance au glucose entre 1,26 et 1,3, ça veut dire que déjà, il y a un diabète. Mais comment éviter pour ne pas arriver à prendre les médicaments? Donc, ce sont les mesures hygiéno-diététiques plus l'activité physique.
Il y a une prévention tertiaire, la maladie est là, les soins sont là, et on évite juste les complications, par exemple un diabète, et on ne veut pas arriver à l'insuffisance rénale, aux complications micro- et macro-angiopathiques de la maladie. Maintenant, ce qu'est un dépistage, la définition est beaucoup plus compliquée, mais disons que pour parler d'un message pour un mal, disons que quand on veut instaurer un dépistage, on va d'abord préciser la maladie, les risques de développer la pathologie, est-ce qu'il y a un test fiable, les bénéfices et les risques pour les patients, et surtout, ça ne suffit pas de dépister la maladie, mais il faut savoir combien ça va coûter quand on va vouloir soigner les patients. Parce que si on réveille le volcan, il faut savoir l'éteindre. Alors, ce qui se passe maintenant, les tests de dépistage rapide autorisés, ce qu'on appelle les tests d'orientation diagnostique en France, pour pouvoir prétendre à faire des tests de dépistage dans sa pharmacie en France, il faut un espace de confidentialité qu'on a vu dans le film. Il faut que le pharmacien qui va réaliser le dépistage il rédige une procédure, comment il va réaliser. Il faut avoir fait une formation. Et il faut aussi une procédure de traçabilité, ce qui est très contraignant. C'est pour ça que j'ai mis le petit bonhomme. Pardon. J'ai mis le petit bonhomme parce que quand vous reportez les résultats, les unités, les informations concernant le dispositif médical in vitro, le numéro de l'eau, le numéro de l'appareil, la date, l'heure, les réalisations, l'identification, tout ça, ce sont des obligations que vous devez intégrer au dossier patient. Donc c'est pas facile. En théorie, c'est très facile, tout ça. Mais quand vous êtes dans votre officine et qu'il faut faire tout ça, c'est très difficile, croyez-moi. Alors les tests auxquels on est autorisé à faire en France, il y en a 3. Il y a le test capillaire d'évaluation de la glycémie, il y a le test oropharyngé pour les angines à streptocoque, et puis le test nasopharyngé pour la grippe. Alors, le cadre réglementaire, mais on en a parlé beaucoup. Je vous cite juste la loi HPST avec 2 articles 36 et 38 qui, pour la première fois, vont reconnaître le rôle du pharmacien comme un soignant à part entière, sachant que maintenant, avec le développement de l'éducation thérapeutique, le pharmacien a toute sa place et on commence quand même. En fait, ce qui nous aide, nous, en France, c'est que comme il y a une pénurie de médecins, une augmentation de pathologies chroniques, les médecins vont céder du terrain, qu'ils le veuillent ou pas, parce qu'ils ne peuvent pas suivre tous les patients diabétiques, ils ne peuvent pas suivre tous les hypertendus. Et l'avantage que j'ai, moi, c'est que je suis d'origine marocaine et que je parle le marocain, et donc j'ai beaucoup de patients maghrébins, et ça, personne ne peut me l'enlever. Pour une fois, je suis tranquille. Donc de ce côté-là, ça va. Les obligations du pharmacien, c'est la prévention et le dépistage, les entretiens thérapeutiques, l'éducation thérapeutique, et dernièrement, ce sont les suivis AVK et le suivi du patient asthme. Nous avons aussi un rôle de valoriser l'expérience du pharmacien, évaluer la connaissance de patients, augmenter l'adhésion ou l'observance, et évaluer surtout les connaissances du patient selon son approche. Est-ce qu'il connaît bien son traitement, est-ce qu'il le maîtrise ou pas? Je voudrais juste faire une parenthèse, là je rentre dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Votre patient, il a 3 savoirs. Il a un savoir cognitif, c'est-à-dire ce qu'il sait. Je sais que le diabète, c'est le sucre, c'est ça, c'est manger, c'est... Il a un savoir-faire, c'est-à-dire je sais choisir mes aliments. Ces 2 savoirs-là sont très faciles à faire. Le plus difficile, c'est le savoir-être. C'est quand je suis devant une gamelle ou un tagine, comment ne pas manger la moitié d'un pain? C'est ça le plus difficile. C'est le savoir-être qui est difficile dans la vie. L'article 28, c'est promouvoir la qualité de la dispensation. C'est ce qu'on fait déjà, la prévention, le dépistage et l'accompagnement du patient. Alors, ce que vous pouvez faire au Maroc, c'est très facile. Vous avez besoin d'un lecteur de glycémie, d'un mètre couturier, d'une bandelette urinaire, d'un tensiomètre et d'une balance. Alors ce test-là, je l'ai élaboré, je l'ai copié nulle part. C'est que je suis parti de 4 facteurs, de 4 facteurs qui sont le tour de taille, le surpoids, la tension et la glycémie. Ce sont des 4 facteurs qui sont pris en compte dans le syndrome X ou le syndrome métabolique et qui sont prédictifs de développer une pathologie, je dirais métabolique, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, maladie chronique, insuffisance rénale, le diabète. Et selon que quand vous allez prendre le tour de taille de votre patient, le poids, la tension, la glycémie, vous pouvez calculer un IMC. Si votre patient a 3 facteurs, il a un haut risque de développer une maladie cardiovasculaire. S'il a 2 facteurs, il y a un risque moyen. Après, s'il a 1, c'est un faible risque. C'est très simple et ça peut aider énormément. Juste pour la caisse, pour Amal, il y a une étude qui a été réalisée en Suisse par le docteur Gollet. 1 euro investi en éducation thérapeutique, c'est 4 euros d'économie en soins.
1 euro, 4 euros. Alors, bon, en domaine d'application du dépistage de la prévention, on a parlé de la diabéto, de l'asthme, de la BPCO, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Alors, comment ça se passe en France pour les entretiens? Nous avons 2 entretiens d'environ 40 minutes à 1 heure pour les AVK. On a une rémunération de 40 euros. Il faut faire les 2 entretiens avec 6 mois de différence. Après, ça, c'est les programmes d'éducation thérapeutique. Bon, bah, ça, c'est ce que j'exerce dans le réseau diabète. On a des financements et quand on fait, par exemple, un diagnostic éducatif, on a une rémunération. Et quand on fait un atelier, c'est avec 6 patients. Et bon, pour l'atelier pharmacien, ce que je fais, c'est que je prends tous les traitements, tous, je les mélange, je prends un carton, je mélange tous les traitements et je le donne la boîte à chacun et chacun doit sortir son traitement d'abord. Et au fur et à mesure qu'il sort son traitement, pour savoir s'il le reconnaît, il me dit à quoi il sert. Et déjà, quand ils ont ça, c'est déjà beaucoup, parce que beaucoup de fois, on a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises avec les patients diabétiques. J'avais un patient diabétique qui était sous Lantus. Au bout d'1 mois, il passait sous Novomix, mais l'hémoglobine glycée était à 13. Et quand je l'ai pris dans le bureau, il m'a ramené la Lantus, il m'a dit, c'est un patient maghrébin, il m'a dit j'attendais de finir la Lantus pour commencer la Novomix. Donc l'hémoglobine glycée, elle redescendra jamais. Ben, il veut faire des économies. Donc on a 2 types de financement, soit celui de la sécurité de la caisse d'assurance maladie, qui sont les AVK et l'asthme, ou les ARS qui disposent de budget pour faire des actions d'éducation thérapeutique hors... Alors mon expérience à moi, c'est que quand je suis avec un patient, je prends en charge... Enfin, j'essaye à penser à 3 dimensions. Une dimension préventive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va me faire? Quand j'ai un patient maghrébin qui aime bien le coca, comment je vais faire? Comment je vais anticiper pour lui faire comprendre qu'il peut boire du coca, mais pas 1 litre. Il peut boire au début que 4 verres. Et après, on diminue au bout de 6 mois, on le ramène à 2 verres. Et puis, le plus difficile dans les maladies métaboliques, c'est le changement de comportement. Vos patients, vous pouvez lui dire autant que vous voulez. Il ne faut pas donner d'ordre. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner tous les ordres que vous voulez. Vous n'empêcherez pas des diabétiques de devenir aveugles et des pieds coupés. Mais par contre, si on y va, c'est lent. L'éducation thérapeutique, c'est très lent. C'est décevant des fois. On s'investit et on est déçu. Mais bon, si on arrive à sauver 5%, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais 5%, ça suffit. Alors, le document qui est là, c'est un document auquel j'ai participé à l'élaboration, où on a écrit tout ce que vous avez dit tout à l'heure, la concrétisation, la visibilité de l'axe pharmaceutique. Là, c'est écrit, c'est 20 pages avec des questions. Le patient connaît son traitement, connaît le nom de son médicament, sait combien il prend, à quelle heure il le prend, fait ses analyses 1 fois par semaine, sait noter ses analyses. Il a un carnet, c'est détaillé. Et c'est ce document-là qu'on donne à la Sécu pour avoir la rémunération de 40 euros. Autant vous dire que si vous voulez faire ça bien, 40 euros, ça va revenir à 10 euros de l'heure. Donc soit vous le faites parce que vous aimez faire, ou vous ne le faites pas, vous gagnerez du temps, vous vendez des boîtes. Et enfin, je voudrais dire le rôle très important, le rôle du pharmacien. Et ça, je vous invite à aller sur YouTube et vous regardez et vous tapez Jules Romain, Knock ou le triomphe de la médecine. Et dans ce film, à un moment donné, le médecin, c'est le médecin qui le dit, il va chez le pharmacien, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est comme un général qui va à la bataille sans artillerie. Je vous remercie. Merci. Merci Mimoun Freddy pour vraiment la vision en pratique. Nous avons donc retenu que les tests de dépistage ont été autorisés, un certain nombre de tests ont été autorisés le 11 juillet 2013 en France pour les pharmaciens. Ce sont des tests capillaires ou des tests de dépistage précoce à orientation diagnostique. Donc c'est juste pour... je suppose qu'aussi vous devez cibler des populations à risque. Ce n'est pas le tout venant. Voilà. Nous avons noté que la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, dans divers articles, consacre ces nouvelles missions, les autorise, et qu'il y a une allocation de moyens pour rémunérer ces nouvelles missions, tant au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie française qu'au niveau des agences régionales de santé, qui sont l'équivalent de nos délégations de santé, qui allouent
un certain nombre de moyens, région par région, en fonction de la région, un certain nombre d'allocations en termes de prévention et où sont impliqués les pharmaciens. C'est rémunéré donc 40 € l'entretien, deux entretiens de 20 minutes par an. Vous avez démarré avec les AVK, vous passez à l'asthme, et il y a la BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives en route, l'ostéoporose certainement, ainsi que donc, le diabète et l'HTA aussi. Vous nous avez évoqué donc cette dimension du patient qu'il faut accompagner et que l'éducation thérapeutique s'inscrit sur le long terme pour le changement de comportement, puisque dans les rendez-vous, aussi bien dans le film, vous avez appelé à un sévrage du tabac, que dans les changements de comportement d'hygiène de vie, vous inscrivez ça dans le temps de manière à faire adhérer le patient et à le faire s'approprier sa maladie. Merci pour le rapport de votre expérience. Nous en avons fini donc pratiquement avec les exposés et nous allons passer au débat. Mais avant tout, je voudrais passer la parole très brièvement à deux personnalités que nous avons invitées également, à savoir Monsieur Jean Paré, qui est président du Conseil de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Burkina Faso, qui est président également de l'interordre africain, auquel le Maroc adhère d'ailleurs, des pharmaciens d'Afrique, et qui est aussi président du Forum africain, qui lui n'inclut pas simplement les ordres africains, mais également les syndicats, ainsi que les répartiteurs, ainsi que les autres opérateurs industriels également dans la profession. Alors, juste un petit mot pour nous dire qu'en est-il au Burkina Faso en termes sur le dépistage, s'il y a des choses qui se font ou s'il y a des choses en projet. Et est-ce que vous avez éventuellement des recommandations que vous allez prévoir au niveau de l'interordre africain? Très brièvement. Merci. Merci. Et merci beaucoup, Madame la Présidente. Et très bien pour ce doigté pour la conduite de ce que nous avons déjà vu. Et je suis sûr que vous êtes très impatiente de diriger les débats. Et, mais soyez rassurés, je ne vais pas enlever cet appétit que vous avez, parce que vous avez suffisamment attendu, donc je ne ferai pas de présentation. Ça sera juste vraiment pour vous remercier, remercier Younes, et remercier de nous avoir associés et invité en tant que président de l'interordre des pharmaciens d'Afrique, auquel appartient, j'allais dire, le Maroc, appartient la Tunisie, et juste à côté de moi, il a déjà préparé son adhésion, et c'est-à-dire qu'il est déjà dedans, l'Algérie. Ben, il est là. Donc, je ne dis pas de bêtises. Alors, donc, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes là, surtout pour nous inspirer des expériences. Des expériences que vous avez déjà entendues, et comme moi, qui nous interpellent, parce qu'au niveau de l'IOPA, de l'interordre d'Afrique, nous n'avons pas un travail en commun comme ça. Le bureau exécutif de l'IOPA est surtout chargé de coordonner, d'interpeller les différents ordres au respect des instances ordinales, interpeller les différents ordres à partager les expériences. Et bien sûr, pour le cas où nous en sommes, nous prenons l'engagement ici de pouvoir nous prendre les recommandations pertinentes qui vont sortir de ces débats, déjà à partir de ces exposés, nous en avons déjà recensé, que nous allons nous faire droit, à force de pouvoir envoyer, de pouvoir communiquer aux différents conseils nationaux pour qu'ils puissent, à leur niveau, initier des activités. Nous avons, par exemple, noté tout de suite, il faut forcément, et c'est parce que c'est le vide chez nous, il faut forcément améliorer les cadres législatifs. Parce qu'aujourd'hui, les soins, quand on parle de soins pharmaceutiques, qui est évident chez nous, partout, mais il manque un cadre.
Je vais aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons des appareils d'automesure, des tests et autres, les TDR, les tests rapides pour le paludisme, pour le sida. Mais le problème est que nos confrères, les médecins, nous contestent cela. Que parce que c'est un acte médical. Non. Il nous suffit de faire un dialogue, d'échanger, et chacun a sa partition à jouer. Et ça là, quelqu'un l'a dit tout de suite. Nous ne volons pas, nous ne volons pas ces activités-là. C'est des droits. Parce que nous avons l'obligation d'accompagner les malades. Nous avons l'obligation de l'amener à recouvrir la santé et de mieux suivre son traitement. Et pour le faire, il nous faut effectivement poser certains actes. Et ce sont ces actes qui sont dans le suivi et que nous suivons aujourd'hui et que nous faisons le devoir effectivement de communiquer et de pouvoir demander à tous les conseils nationaux de pouvoir développer ces initiatives-là. Au niveau du Burkina, nous sommes aujourd'hui dans les TDR parce que le paludisme chez nous, c'est important. Le sida, c'est important. Les médecins ont beau renier cela, mais on n'y peut rien. Aujourd'hui, l'automédication est tellement énorme dans mon pays et la pharmacie est la première porte d'entrée de contact avec les patients. Et donc, je ne vois pas pourquoi les patients vont se priver de cela et manquer des soins, manquer de bons conseils pour, par exemple, voir et demain, quand le médecin lui-même va le recevoir, il va le recevoir dans un état déjà très avancé de sa maladie. Donc, parce que le pharmacien n'aura pas joué son rôle. Donc, voilà, et je ne vais pas aller plus parce qu'on me regarde. Et donc, j'aurai l'occasion probablement d'intervenir si la peut me donner. Et merci beaucoup et vraiment bonne suite. Merci Jean Paré. Je rappelle que vous venez du Burkina, qui est un pays ami, duquel nous sommes très proches, que nous avons des étudiants burkinabés sur notre territoire également, qui sont les bienvenus. Merci d'avoir rappelé la place des tests rapides de dépistage au niveau du palu, qui est une calamité, une catastrophe sanitaire au niveau de notre continent, et du VIH également. Et vous avez tout à fait raison donc, de vous inscrire dans ce qu'a évoqué Mimoun Freddy. 1 euro d'éducation thérapeutique fait 4 euros d'économie en termes de coûts de santé et que les dépistages sont importants puisque le pharmacien est le premier recours et la première porte d'entrée en termes de soins dans votre pays comme dans nos pays. Merci d'avoir été bref et d'avoir été extrêmement précis sur votre propos. Alors, je passe la parole à notre ami que nous avons la surprise de recevoir parce qu'il était prévu de recevoir Monsieur le Jalel, le président de l'Ordre des pharmaciens tunisiens, mais qui a un heureux événement, donc on l'excuse puisqu'il marie sa fille pharmacienne à un autre pharmacien. Sa fille est fille de pharmacien et le mari est fils de pharmacien, décidément, c'est la saga. Najib est un ami de très longue date et cette surprise a été formidable puisque je l'ai vu hier soir, j'ai été surprise de le trouver. Je l'ai connu au moment où je venais d'arriver à Toulouse, il était déjà un peu avancé dans les études de pharmacie et je l'ai connu surtout sur son invitation à l'époque à un congrès de Sousse qui portait sur les génériques où nous avons eu un accueil magnifique et qui a été une rencontre formidable qui a marqué les esprits. Najib est vice-président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie, du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie. Vous savez qu'eux, ils ont des pharmacies de nuit et des pharmacies de jour, ils exercent de nuit. Et je vais lui donner donc le micro pour nous dire ce qu'il en est en termes de prévention. Et qu'est-ce qui se fait chez vous au niveau donc de la thématique de notre table ronde. Voilà, Najib. Merci, Négia, merci. Merci pour Sioun pour son invitation. Merci aux confrères marocains présents. Merci pour mes consoeurs tunisiennes qui sont venues spécialement pour ce salon. Juste un petit témoignage à propos de 2 campagnes qu'on a faites. Alors la première, ça fait des années qu'on fait à l'occasion de la journée mondiale anti-tabac. Ça fait des années
qu'à cette occasion, l'ordre national et les ordres régionaux sont mobilisés pour une campagne dans le cadre du sevrage tabagique. Alors les officinaux, essentiellement bien que ça a été bien médiatisé, soit à la télé, soit à la radio, soit sur les journaux, avec la collaboration d'une multinationale, il y a le test de Fagoshram là qu'on fait, où il y a eu exactement plusieurs, disons, que les citoyens se sont déplacés dans les officines rien que pour voir ce test et passer le test. Ça, c'est la première. La deuxième qu'on a faite, ça fait 2 années, c'est à l'occasion de la journée du diabète. Alors, c'est le Conseil national et les conseils régionaux, qui sont 6 en Tunisie. Et c'est au sein même des locaux des conseils régionaux que le dépistage s'est fait, en collaboration toujours avec une multinationale. Ça a été d'une, comment dirais-je, une répercussion extraordinaire. Même le citoyen, il a approuvé cette action. J'espère qu'à l'avenir, ce sera toujours fait. L'anti-tabac, le diabète. J'espère que l'année prochaine ou dans les prochaines années, l'hypertension, qui est un mal très, très, très répandu en Tunisie, j'espère que ce sera fait. Merci Nadia. Alors, je rappelle aussi que la vaccination antigrippale se fait au niveau des officines. Oui. Juste pour la vaccination antigrippale, c'est dans le cadre d'une action nationale. Le ministère de la Santé nous a autorisé à effectuer la vaccination antigrippale, et seulement la vaccination antigrippale. Ce qui est en projet également en France. Bienvenue à nos confrères et consoeurs de Tunisie. Nous saluons l'avènement de la nouvelle constitution et nous saluons l'orientation que prend votre pays. Je vous félicite également pour un ami originaire de Toulouse qui a été directeur de la direction du médicament, représentant de l'OMS, Monsieur Toumi. Je viens d'apprendre qu'il est passé conseiller de l'actuel ministre de la Santé. Et je crois que ça va beaucoup vous aider pour l'avenir. C'est un grand monsieur de grande qualité. Alors, nous en avons fini avec toutes les présentations. Place à la salle.